J'arrive pas à trouver la transcription. Bon, je vois pas, donc ça me dérange pas. Et je démarre, je commence la présentation, j'affiche ici les documents PDF. Voilà. Et je change. Voilà, nous avons ici le programme. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 29 mars 2022 dans ces cours de panorama de la littérature française. Et aujourd'hui, donc, c'est le 29. Et nous avons une double tâche, comme je disais avant de démarrer l'enregistrement, parce que le, on va dire la séquence naturelle, parce que nous avons, je remonte ici rapidement, nous avons vu les avant-gardes, futurisme, dadaïsme, l'esprit nouveau, le surréalisme, puis nous passé nous sommes passés à l'existentialisme, donc nous avons vu quelques différences entre Sartre et Camus. Nous avons aussi discuté le livre L'étranger. J'ai toujours pas affiché les activités, mais j'essaye encore de le faire aujourd'hui. Et donc, la séquence naturelle serait les nouveaux romans, n'est-ce pas? Un courant un courant littéraire des années 50, fin des années 50, 1950 en France. Mais je vais faire une comparaison entre le réalisme et naturalisme et les nouveaux romans. Pourquoi je vais le faire comme ça? Parce que quand j'ai conçu le programme, euh, dans ce mode d'enseignement distanciel, euh, virtuel par Internet, nous avons tous, même la semaine dernière, nous avons eu une réunion des profs collégiales de mon département, le département de littérature, et plusieurs professeurs sont plaints, reclamaram, né, ou se queixaram, se sont plaints du besoin de réduire les contenus des disciplines. Donc, avant le distanciel, j'arrivais quand même à faire un tour du XVIe siècle avec Michel de Montaigne jusqu'au XXe siècle, par exemple. Et là, au fur et à mesure, pendant la pandémie, je suis arrivé à ce programme-là. Et en fait, je ne voudrais pas ne pas parler du réalisme et du naturalisme. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'était de faire une comparaison entre ces deux moments historiques parce qu'il y a une connexion euh, entre ces deux moments, les moments du réalisme, surtout le réalisme, le naturalisme, je vais en parler aussi, mais peut-être non, le nouveau roman dialogue plutôt avec le réalisme que avec le naturalisme. D'accord? Euh, voilà. Donc, on commence. Et en plus, j'étais étonné quand j'ai remarqué récemment que, en fait, le fichier de cette partie, pas de cette partie, parce que concernant le nouveau roman, il est bien fourni. Il y a plusieurs documents PDF là-bas. Par contre, concernant le 19e siècle, le romantisme, c'est rempli, il y a les documents nécessaires. Par contre, le réalisme et le naturalisme, c'était vide. Je ne sais pas pourquoi, s'il y a eu un problème ou si j'ai tout simplement oublié de mettre les documents. Mais je le ferai bientôt, ne vous inquiétez pas.
Et donc, le but, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de faire, là on va rompre avec la chronologie, mais je vais faire d'abord le passé et puis, on va dire comme ça, le moins passé, né? O passado e o menos passado, c'est-à-dire le 19e siècle et puis le nouveau roman au 20e siècle. Donc, je vous présente rapidement. Donc, dans le fichier du XXe siècle, vous retrouverez ce livre-là de Denis Labouré, à l'histoire de la littérature française du XXe et XXIe siècle. Donc, où il y a un chapitre intéressant sur le nouveau roman. Je vais utiliser celui-là aujourd'hui parce qu'il est plus résumé. Les nouveaux romans, c'est-à-dire le livre de d'Yves Stalloni, École et courants littéraires. C'est un livre intéressant, mais peut-être trop lycéen, je vais dire. D'accord? Il est bien fait, il est correct, mais c'est trop résumé. Mais ça sert pour un cours plus rapide aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ici la couverture du livre. Vous l'avez là face de vous. École et courants littéraires. Par contre, je ne vais pas utiliser le PDF, je vais utiliser le Kindle parce que les notes sont dans d'autres programmes. Une autre chose, je vais revenir ici, donc je ne vais pas vous présenter tous les documents du nouveau roman et je passe au réalisme. Donc, et je ne vais pas utiliser celui-là. Je voudrais laisser juste pour vous montrer ça, parce qu'en fait, ce que vous avez ici, c'est le premier, le deuxième, ensuite le troisième, du troisième au sixième numéro de cette revue Réalisme. Donc là, comme vous voyez, nous avons, je zoome, nous avons donc la date de 1856 pour les numéros 1 et 2, et pour les numéros des 3 à 6, nous avons l'année 1857. Donc, le réalisme, et en fait, j'utilise ces revues-là juste pour vous montrer, comme nous avons vu par rapport aux avant-gardes du XXe siècle, je vous ai montré des facsimilés du manifeste du dadaïsme, un numéro de la revue surréaliste aussi. C'était pour vous montrer cette organisation d'un mouvement. Et concernant le réalisme, il y en a aussi, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs articles publiés ici et ça montre dans l'époque du réalisme qu'il y avait un débat autour de ce sujet, n'est-ce pas? Par contre, je vais faire aujourd'hui un tour de logiciel. Donc, j'arrête le partage des PDF et je vais passer au Kindle parce que les notes s'y trouvent. Je reviens à la bibliothèque. Et là où je tape ici. Donc, pour ne pas vous laisser un peu perdu,
Ici, j'utilise le livre d'Yves Stalloni sur Kindle, mais je, vous- euh, je, je vous l'ai rendu disponible dans un format PDF. Donc, vous trouverez ces documents-là, ce livre, en PDF dans le fichier de la discipline. D'accord? Euh, voyons, le siècle, le réalisme. Donc, voilà, c'est très bien marqué. Je vais zoomer. J'avais l'habitude d'utiliser Kindle Plus dans les cours présentiels. Et donc, avançons. Voilà. Donc, vous avez exactement le même texte dans un format PDF. Par contre, et sinon, on commence ici. Je vais suivre ce qui est marqué et je commente un peu cette idée du réalisme. Euh, Pas un peu, je vais tout commenter. Sinon, nous avons ici tout d'abord cette affirmation. En termes d'art et de littérature, attachement à la reproduction de la nature sans idéal. Donc, comme vous voyez, le nom du mouvement nous dit déjà quelque chose, n'est-ce pas? Réalisme, donc cette intention d'être plus réel ou d'être plus proche du réel, n'est-ce pas? Ou on peut même penser, peut-être d'une façon un peu naïve, comme si la représentation artistique d'après le réalisme, selon la façon réaliste, c'est d'être plus fidèle à la réalité. Et je dis une vision naïve, uma visão mais inocente, vamos dizer assim, parce qu'on sait très bien que de parler, de dire, d'affirmer qu'on on fait une représentation plus proche du réel, euh, c'est très problématique en raison de notre appréhension de la réalité qui passe toujours par les filtres de, de nos capacités de perception, n'est-ce pas? Et en plus, il y a beaucoup, comme je vais vous montrer, beaucoup au niveau esthétique, au niveau de, je vais dire au niveau esthétique et au niveau poétique, c'est-à-dire la façon de produire un texte, un livre, un roman, une peinture, une sculpture réaliste, il y a beaucoup de conventions. C'est-à-dire, pour s'exprimer d'une façon plus réaliste, il faut utiliser certaines procédures comme celle-là. Et je vais vous présenter quelques-unes. Et surtout la description, on va dire la description euh, un peu euh, exhaustive, détaillée, une description, euh, c'est ça, c'est sous la forme d'une caméra, n'est-ce pas? Une espèce de reproduction, une espèce de reproduction photographique ou de description photographique. Et ça va nous donner cette impression de réalité, n'est-ce pas? Ça, c'est un côté du réalisme. Donc, en termes d'art et de littérature, attachement à la reproduction de la nature sans idéal. Sans idéal ici, c'est comme assez et comme on verra à partir du prochain cours, de jeudi prochain, on va passer là, avec les nouveaux romans, on va terminer le XXe siècle et on fait un saut en arrière, né? A gente vai fazer um salto para trás
et commencé de la fin du XVIIIe siècle vers le début du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, c'est-à-dire du pré-romantisme au romantisme. Et le romantisme, comme vous savez depuis l'école et tout ça, c'est un courant qui travaille avec l'idéation ou l'idéalisation de la réalité, n'est-ce pas? Donc ici, c'est cette tentative de reproduction de la nature sans idéal, n'est-ce pas? Je vais changer la couleur, mettre ça en bleu. Non, je ne voudrais pas faire comme ça. Laissons comme ça. Et j'avance. En plus, conception de l'art et de la littérature, selon laquelle l'artiste ne doit pas chercher à idéaliser, à modifier le réel ou à en donner une image incomplète. N'est-ce pas? Euh, je vais juste vérifier s'il y a des messages, parce qu'il y a une notification des Teams. Non, je pense que c'était juste des bonjours. Ouais. Donc, revenons au texte. Conception de l'art et de la littérature selon laquelle l'artiste ne doit pas chercher à idéaliser, euh, ouais, idéaliser, à modifier le réel ou à en donner une image incomplète. Idéaliser, c'est clair, n'est-ce pas? Romantiser ou quelque chose comme ça. Modifier le réel, c'est pas peut-être trop l'intention. Ici, c'est négatif, n'est-ce pas? L'artiste ne doit pas chercher à idéaliser ni à modifier le réel. Et la phrase ici, elle est à la négative, ne pas doit chercher à modifier le réel. Et je vais transformer cette phrase dans une phrase affirmative, c'est-à-dire, dans le réalisme, les artistes essayent de représenter la réalité telle qu'elle est. Euh, donc, on accepte cette affirmation sans la problématiser, comme je disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Et donc, raison pour laquelle, dans le réalisme littéraire, on aura ce genre de représentation, par exemple, en littérature, pas seulement en littérature, dans la peinture aussi, d'une représentation parfois laide de la réalité, n'est-ce pas? Je vais ouvrir ici. J'ai oublié, mais je vais le laisser ouvert. Peut-être je vais vous donner cet exemple-là tout de suite. Pour vous démontrer cette description de la réalité telle qu'elle. Et assez souvent, on essaie de montrer une réalité laide, uma realidade feia. Voyons si j'arrive à trouver à partir d'un mot. Voyons. Non, j'aurais dû le faire avant. Non. C'était la description de, de la mort de Madame Bovary, en fait. Non, je vais pas, j'arrive pas à trouver cela à partir de mots-clés. Ou sinon, un dernier mot.
Non, non, c'est dommage, j'aurais dû le faire avant, je n'ai pas pensé à ça. C'est parce qu'en fait, euh, je vais vous montrer l'ouverture du livre après, de Madame Bovary. Euh, mais parce que je ne sais pas si vous connaissez le livre, si vous l'avez déjà vu, et la scène de l'agonie de Madame Bovary, c'est une scène assez choquante en raison du réalisme, en fait. Flaubert décrit l'agonie de Madame Bovary empoisonnée. Elle a pris du poison, elle s'est envenenée, et donc les derniers moments d'Emma sont terribles. Et nous avons l'impression de regarder un film assez cru, né? A gente tem a impressão de ver um filme bastante cru, parce que la scène, elle arrive à nous déranger, tellement c'est réaliste, c'est choquant, etc. Ou à en donner une image incomplète. Donc cette idée de la caméra, de la description pour les narrateurs ou l'écrivain essayent de nous donner une bonne compréhension de l'espace physique où se passe la scène. Donc, c'est assez, comme je disais, assez descriptif, n'est-ce pas? Euh, il y a un livre, dans le présentiel, je l'ai travaillé déjà dans les cours de panorama, par exemple. C'est le livre Aurélia de Gérard de Nerval. C'est un écrivain, un poète et un écrivain. Il a des poèmes et des romans publiés romantiques. Donc, euh, Nerval est un écrivain, un poète romantique. Et dans ce livre, Aurélia, il, euh, il parle de la perte de sa bien-aimée, la femme qu'il aimait, et il souffre beaucoup. Mais c'est tellement romantique, le récit est raconté dans une première personne. On ne sait pas très bien ce qui se passe parce qu'on est dans la tête du narrateur. Et finalement, on ne sait pas si l'histoire qu'il raconte, c'est une histoire spirituelle ou si c'est un délire du narrateur ou je sais pas, une expérience transcendantale, n'est-ce pas? Ou s'il est dans, dans, dans la folie, dans l'entrée de la folie, ou s'il s'agit vraiment je sais pas, d'une rencontre avec l'esprit de sa bien-aimée. Et comme ça, vous voyez que la réalité qu'il nous raconte, elle est incomplète, parce que nous avons seulement les points de vue du narrateur du livre. Et dans le réalisme, on va avoir cette tentative d'une objectivité plus grande. D'accord? Et avançons ici. Voilà. Le réalisme correspond donc à un besoin de la réalité, de la vérité et s'oppose à une autre tendance qui souhaite donner une vision flattée, embellie ou déformée de la réalité. Flattée, ici, uma visão, vamos dizer assim, sei lá, eu ia dizer acariciada, mas assim, não é simplesmente embelezada, porque a embellir vai ser mais assim embelezada, mas flattée, mais agradável, vamos dizer assim, ou déformée de la réalité. Donc, un besoin, le réalisme correspond à un besoin de vérité. Donc, on va laisser de côté la fantaisie, l'illusion, l'imagination, et on va se concentrer sur une description objective de la réalité en répondant à ce besoin, à cette nécessité de vérité, n'est-ce pas? Et
Oui, avant d'entrer dans cette citation des champs fleuris, euh, le romantisme, on verra à partir de la semaine prochaine, il y avait ces côtés de l'émotion, donc la réalité montrée à partir de l'émotion, des sentiments du poète, du narrateur, etc. Et donc, assez souvent, l'inspiration venait de la fantaisie, de l'imagination, comme je disais, je viens de le dire. Et on aura une innovation avec le réalisme. Si il y a cette, ce besoin, cette volonté de décrire la réalité sans l'embellir, sans la changer, sans la transformer, on va chercher l'inspiration ailleurs, c'est-à-dire dans la réalité elle-même. Mais chercher l'inspiration dans la réalité, peut-être cette affirmation n'est pas très claire. On va chercher l'inspiration dans des faits divers. Je vais écrire sur les chats pour vous. 2 secondes. C'est où? Je sais ici dans le... Ah non, ça va. Faits divers. Faits divers, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est un type d'article de journal qu'on trouve sur la presse. Je ne sais pas, peut-être on aurait pu traduire ça, par exemple, le journal du Minas. Lá je ne me souviens plus si c'est o Tempo ou o Estado de Minas. Ele tem caderno qui se chama Cotidiano. Et dans ce cahier du journal, si je ne me trompe pas, c'est le journal O Tempo. Et dans ce cahier, dans cette section du journal qui s'appelle Quotidien, on présente l'actualité des quartiers de Belo Horizonte, des grandes villes de Minas, des raisons, par exemple, des trous sur la piste, ou un accident, ou quelque chose comme ça. Un fait divers, je ne vais pas entrer dans la polémique maintenant, mais le fait divers les plus récents que nous avons vécu, c'était le cas de la femme avec les mendiants, n'est-ce pas? Essa moça com o mendigo, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est une affaire privée, n'est-ce pas, qui concerne ce monsieur, la femme et son mari, mais qui gagne un espace dans la presse, dans l'espace public du débat. Et là, je ne vais pas entrer dans la polémique de l'exposition que le mendiant fait de la femme, etc. Mais juste pour vous donner un exemple de ce qui est en fait d'idée. C'est une espécie d'actualité, né, de atualidades ligadas ao cotidiano, n'est-ce pas? Et pourquoi je parle de faits divers? Parce que l'inspiration pour les romans réalistes l'inspiration viendra des faits divers. C'est-à-dire, on va écrire, et ça c'est intéressant parce que peut-être avec les temps, et si on ne regarde pas l'histoire de la production du livre, on oublie un peu ou on perd cette référence, n'est-ce pas? On considère tout simplement, par exemple, Madame Bovary comme un classique de la littérature. Et peut-être on glisse dans a gente escorrega, on glisse dans je vais dire, la vision trompeuse, a visão
enganosa de tout artiste, tout écrivain écrit à partir de son imagination, n'est-ce pas? Et en fait, le cas de Madame Bovary, de Le Rouge et le Noir de Stendhal, et il y en a d'autres, ce sont des romans dont l'inspiration vient de faits divers. Et si on cherche la genèse, par exemple, a gênese, né, de criação desses romances, on va retrouver en France, à l'époque, cette inspiration, parce que c'était des faits divers assez connus à l'époque, au 19e siècle. Si je ne me trompe pas, les cas là, je ne me souviens plus très bien si c'était Madame Bovary ou Le Rouge et le Noir, dans lesquels, en fait, il y a plus d'un fait divers qui a inspiré l'histoire. Donc, c'est pas, et vous voyez, le but n'est pas de reproduire une histoire qui s'est vraiment passée. Le but, c'est de trouver une inspiration et à partir de cette inspiration, créer un roman. Et je vais vous montrer un truc intéressant. Je reviens au PDF. Voilà. Balzac. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez ici en face de vous la couverture du livre Le Rouge et le Noir, o Vermelho e o Negro, de Stendhal. Et je vous montre le titre, le sous-titre du livre, c'est Chronique du 19e siècle. Et chronique, ici, il faut comprendre cette espèce de récit journalier de ce qui se passe dans la vie des gens. É crônica aqui, não naquele sentido do gênero textual que a gente tem, muito comum no jornal, como o Arnaldo Jabbour, que faleceu recentemente, escrevia, como é que chamava aquele brasileiro, muito conhecido nas crônicas, do Aiditi Copacabana? Deixa eu olhar aqui. Opa. Rubem Alves? Não, é Rubem Braga. Rubem Braga era um expoente assim, da crônica no Brasil. Et par contre, chronique, aussi, ça se comprend comme le récit, cette espèce de journal du quotidien des gens. Então, a gente tem essas duas, para não confundir, né? A gente tem essas crônicas, que são textos curtos, como os do Rubem Braga, que é uma reflexão ali. Você tem ela não deixa de a crônica do Rubem Alves do Rubem Braga não deixa de ter um pé na realidade, né? É uma observação arguta da realidade que vira um comentário. Pensem, não sei se que faz tempo que eu não assisto o Jornal Nacional, mas o Jabbour tinha um comentário ali que era sempre muito lacrador, vamos dizer assim, e que comentava algum fenômeno de realidade, né? Alguma coisa assim que aconteceu e aí ele fazia uma reflexão em si. E quem não conhece o Rubem Braga, eu aconselho, tem excelentes textos. E por outro lado, a gente tem as crônicas como a Carta do Pero Vaz de Caminha, em que há um relato ali histórico, um registro, mais do que um relato e um registro daquele momento presente. Né? Et donc, vous voyez, por exemplo, pensem numa... Não sei se vocês conhecem a palavra hemeroteca. Antigamente, quando não existia internet, né? Existiu uma época em que a internet não existia,
era muito comum esse tipo de atividade na escola. O aluno fazia a própria hemeroteca, né? Então, ele ia ler o jornal, recortar algumas reportagens que interessou por algum motivo e ia colecionando aqui. Pensem que o jornal que a gente tem, a imprensa diária, ela faz um pouco esse papel. O historiador vai vir no futuro, olhar para trás e ter uma reflexão talvez mais crítica, mais distanciada desse período, né? Donc, tout ça pour dire que la notion de chronique, ça peut être cette réflexion basée sur le quotidien, mais assez souvent, c'est un texte court. D'un autre côté, nous avons ce récit et ce registre d'un moment historique, on va dire, à temps présent, em tempo real, n'est-ce pas? Et c'est plus ou moins, je vous ai donné l'exemple de la lettre de Pero Vaz de Caminha, qui registre les premières observations de l'arrivée des Portugais ici au Brésil, n'est-ce pas? Et donc, ces genres de textes, de faits divers, il va nous servir comme inspiration pour ces genres de romans réalistes. Et comme vous voyez ici, vous avez toujours en face de vous la couverture de Les Rouges et le Noir, dont les sous-titres, c'est Chronique du 19e siècle. Donc, le livre est publié en 1830. Donc, vous voyez qu'il essaye de faire le registre sous la forme d'un roman, d'une histoire qui s'est passée au 19e siècle, de façon, je vais dire de façon descriptive. C'est ça, descriptive, c'est-à-dire il n'y aura pas trop d'intervention du narrateur. Il va essayer de nous présenter l'histoire comme un narrateur omniprésent, mais qui ne s'attache pas à ce qu'il raconte. Donc, ce n'est pas un narrateur problématique comme ceux que nous avons vus au XXe siècle. D'accord? Voilà. Et je vous montre la couverture de Madame Bovary et je vais vous montrer les sous-titres. Donc, Gustave Flaubert, Madame Bovary, les titres, et les sous-titres Mœurs de province. Então, seriam modos, maneiras, ou até a moral. Nesse caso, não seria tanto a moral, seriam mais modos, maneiras, hábitos de Provence, né? Tipo, hábitos do interior. Parce que, comme vous savez, l'histoire de Madame Bovary ne se passe pas à Paris. Elle se passe à Rouen, la plupart de l'histoire, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, ça sert déjà à démontrer l'origine de l'inspiration de ces genres de textes. Donc, avant d'entrer dans la description de textes réalistes, je reviens au chapitre Le réalisme d'Yves Stalloni sur Kindle. Voilà. Voilà. Et ici, nous avons déjà une espèce de critique des Champfleury. Le réalisme est aussi vieux que le monde et en tout temps, il y a eu des réalistes. Tous ceux qui apportent quelques aspirations nouvelles sont dits réalistes. Moi, j'aime bien cette phrase, justement pour affirmer cette notion que l'affirmation de dire que un roman réaliste est plus proche de la réalité qu'un roman surréaliste ou qu'un roman romantique n'est pas tout à fait vrai. Parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de conventions, de procédures littéraires conventionnées. Então, tem muitas convenções. Quando eu falo de convenções aqui, eu estou falando de... existe uma maneira de dizer. Né? Para a gente descrever
uma história de amor que se dá no interior da França no século XIX, vamos dizer assim, a maneira realista, a gente faz dessa forma. Né? Se for para ser romântico, vai ser de outra. Né? Vai ser talvez mais exagerada, mais emotiva, mais dramática. Né? Ainda assim tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, Madame Bovary é um livro super dramático também. Mas a questão dessa afirmação que j'aime bien é isso aqui, de que sempre houve no mundo pessoas que se chamavam de realistas e que todos aqueles né, que trazem uma aspiração nova se dizem realistas. Por que eu gosto dessa citação? Já expliquei para vocês, né? Por exemplo, vamos dizer assim, essa descrição da realidade de maneira mais objetiva, ela pode dar para a gente uma falsa impressão de realismo, né? Estou me lembrando aqui de um filme que agora está me escapando o nome. É um livro, um filme... como é que ele chama? É um filme não muito antigo, assim, relativamente recente, deve ter uns 5 anos no máximo. E de uma menina que a gente pega a vida dela, ela mudando de cidade, e a gente vai percebendo que ela está fugindo de um namorado abusador, que persegue, stalker, e, assim, mas obsessivamente stalker, né? Não é só aquele que acompanha, ele intervém, ele interfere, ele entra na vida dela. E ela tem muito medo, tem pânico, e aí ela vai para uma outra cidade sem ele saber, e de repente ela está vendo ele em lugares, ele aparece, e ela fala para todo mundo. Por exemplo, ela vai trabalhar num lugar, né? Aí no fim ela está tão exausta psicologicamente que ela procura uma médica, talvez para ter um remédio, se alguém lembrar do nome desse filme, coloca aqui no chat. Não é um filme que fez muito sucesso, eu acho. E aí então ela procura ajuda psicológica, e no fim das contas ela acaba internada, ela não consegue nem sair mais da clínica onde ela ficou. E depois ela começa a dizer que esse namorado estava ali, na clínica, se passando por um enfermeiro. Então ela vê aquele cara, um cara barbudo, e aí ela fala, é ele, e o cara fala, que isso, não conheço essa menina, não sei o que está acontecendo. E o filme, na verdade, eu estou dando um exemplo desse filme, porque o filme é muito sob a perspectiva dela. E aí tem momentos que a gente realmente duvida do que ela está dizendo, porque o cara também é muito convincente, né? Em dizer que não é, que o nome dele é outro, ele mostra o crachá, ele fala, não, que eu sou outra pessoa, né? Só que aí a gente percebe o tanto que a gente está na mente dela, né? Então você tem ali uma descrição que não é, vamos dizer assim, distanciada, né? A narração do filme se dá muito pelo ponto de vista dela, a gente está colado ao ponto de vista dela, a gente começa a se confundir com a consciência dela e se perguntar se aquele cara realmente, ou ela está confundindo qualquer homem barbudo com esse namorado psicótico que ela teve. Não vou contar mais para vocês não deixarem de ver o filme. Estou tentando lembrar o nome do filme, não consigo. Não é Nós, não, Nós é outro. Esqueci. Mas aí, por que eu estou dando esse exemplo? O que é mais realista? Né? A pergunta que se faz é essa: o que é mais realista? É vamos dizer assim, uma apresentação da história distanciada e objetiva, ou uma apresentação da história de dentro do ponto de vista de um personagem totalmente envolvido com a percepção desse personagem? O que é mais realista? Alguém se habilita? Alguém tem uma opinião sobre isso?
Não? D'accord. A questão é, não tem resposta. Eu não tenho resposta para isso. São experiências estéticas diferentes, são efeitos estéticos diferentes, né? A gente acaba vivendo ou vivenciando essas experiências estéticas de maneira diferente. E talvez, eu diria que um ponto de vista interno do personagem, como nesse filme que eu estou trazendo, por exemplo, pode ser muito mais perturbador e muito mais realista para a gente, enquanto leitor, do que uma descrição distanciada. Né? Quelque chose d'important là aussi, et ça concerne Madame Bovary, c'est que Madame Bovary, à l'époque, il y a toute une histoire autour de ce livre parce que il y a eu un procès contre Gustave Flaubert en raison de Madame Bovary parce que il a été accusé d'attenter contre les bonnes mœurs, né? Então, um atentado contra os bons modos, parce que il y a là la description d'un personnage, d'une femme, Madame Bovary, qui est infidèle, donc qui trompe son mari, qui a 2 amants pendant l'histoire, qui n'est pas une mère exemplaire parce qu'elle ne s'intéresse pas à sa fille, etc., etc. Et en plus, ce n'est pas seulement ce côté-là qui fait scandale, mais la façon de décrire, de présenter aussi. Parce que il y a certains moments dans lesquels Flaubert est réaliste selon la convention, et il y a des moments où on ne sait pas si la personne qui dit, c'est-à-dire la voix qu'on écoute dans les textes, né, a voz que a gente escuta no texto, on ne sait pas très bien si elle appartient à Madame Bovary ou au narrateur, n'est-ce pas? Ele tem, ça on appelle le discours indirect libre, o discurso indireto livre, né? Porque a gente tem um discurso direto, que é aquele fulano disse, 2 pontos, abre aspas, ou um travessão, né? No teatro, no romance também a gente tem muito isso, né? Mas você tem um discurso direto. O discurso indireto, né? Fulano disse que tal, 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 né? E todas aquelas adequações de tempo verbal, né? Fulano disse, eu estarei aí amanhã no horário marcado. Indireto, fulano disse que estaria lá no dia e horário marcados. E aí um discurso indireto livre, sei lá, como é que poderia transformar esse indireto livre? Ouais, c'est pas un bon exemple. Parce que le livre Madame Bovary, assez souvent, on va avoir cette difficulté à séparer si les points de vue viennent du narrateur ou du personnage. Ça, c'était une innovation de Flaubert. Era uma inovação dele no plano literário. Voilà. Isso. Então, aqui eu trouxe esse questionamento, né? Para a gente não comprar de barato essa noção de que o realismo é mais realista. Tá? Realisme le réalisme, c'est un mouvement littéraire avec certaines idées qui faisaient une contreposition, un contre-pied du romantisme. Donc, le réalisme répond à certains critères esthétiques du réalisme, du romantisme, pardon. Et voilà. Donc, il y avait ces genres de conceptions d'une présentation objective, inspiration dans la réalité, etc. Mais c'est toujours une convention. Né? Afirmando aqui mais uma vez, o que eu chamo de convenção existe um modo de fazer isso. Né? Por exemplo, eu sempre dou esses exemplos da música. Né? Pensem no... A gente, não sei se vocês ainda fazem isso, entre estudantes de letras, mas na minha época a gente fazia paródias de títulos de tese e dissertação, né? Que sei lá, o romantismo leve
na música de pagode brasileira, dois pontos, o caso de Pissirico, sei lá, né? Vamos pensar alguma coisa assim. Ou então, o amor romântico no pagode brasileiro, um estudo de caso de só para contrariar, né? E aí você pega né, o Raça Negra, né? Se bem que o Raça Negra já vai ser um pouco mais sofrido, porque você tem muito aquele pagodinho mais leve, né? O amor ali, os dramas, eles são sempre mais leves, né? Por exemplo, um bom exemplo aqui que me vem à cabeça, eu pensei em dois exemplos bons aqui para mostrar um pouco essa leveza de como que o pagode trata do amor, né? Das dificuldades do amor. Você tinha aquela música do Zeca Pagodinho que ele fala assim, era alguma coisa assim, era ela, a mãe dela, a irmã dela, uma cadela e só eu para sustentar. Então você vê assim, a coisa é colocada de maneira a fazer rir mesmo, não é dramática, não é o fim do mundo, né? Então existe uma forma de falar de amor mais leve que está ali no pagode. Agora pensem, por exemplo, principalmente no sertanejo universitário de mulheres, né? Por cantoras, compositoras, Marília Mendonça, como é que é dramático, né? Não estou falando aqui associando uma coisa de gênero, não. Até porque a gente tem escritoras que são muito secas, né? Como a Raquel de Queiroz, por exemplo, que tem uma outra proposta, né? Que não entra nessa linha de um estereótipo feminino, assim, dessa forma. Mas é só para exemplificar mesmo. Mas pensa em qualquer música da Marília Mendonça, por exemplo, como é que ali tem uma carga emotiva muito grande. E para essa carga emotiva muito grande ser cantada, ela tem também que ser exagerada, né? Na voz, na potência, no prolongamento, na coisa toda. Então, isso são convenções, né? Imagina, por isso que é muito engraçado quando a gente pega alguns cantores ou humoristas que cantam, que fazem paródias. O Marcelo Adnet já fez coisas assim, por exemplo, em que pega, por exemplo, assim, então faça né, por exemplo, sei lá, uma música do Pissirico cantada pelo Nelson Gonçalves, né? Aquele do Boemia, que me tens de regresso, aquela coisa pesada, e aí você pega uma música assim, né? Ou então essa mesmo do Zeca Pagodinho, né? Coloquem ela de uma forma dramática. Era só ela, a mãe dela, e uma cadela, e só eu, está sendo alguma coisa assim. Então, isso mostra que tem convenção também. Então, a gente tem a associação de um conteúdo, né, uma expressão, vamos falar de amor, mas para fazer sob essa forma, que seja um sertanejo universitário, um pagode, tem convenções a serem respeitadas. Senão, a gente também não responde ao público, né? E voilà. Je ferme la parenthèse. D'accord? Donc, ça c'était pour parler, parce que c'est un mot que je répète ici aujourd'hui à plusieurs reprises, n'est-ce pas? La convention, c'est ça. Pour parler d'amour dans une chanson de pagode, il y a cette légèreté. Pour parler d'amour, de relation conjugale dans un sertanejo universitaire féminin, il faut respecter certaines règles aussi, par exemple. N'est-ce pas? Et donc, ça, c'était pour parler on va dire, du réalisme, n'est-ce pas? Cette prétention au réaliste du réalisme. Et je vais avancer ici, parce que, comme je vous ai dit, sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Le contexte, je vais passer aux caractéristiques.
Voilà. Donc, ici, l'esthétique réaliste. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les livres réalistes? Opposition à l'idéalisme romantique. Donc, il y a plus de rêveurs en a celles qui ignorent le monde et exaltent complaisamment leur moi souffrant. Donc, on n'aura pas cette psychologie rêveuse, n'est-ce pas? Essa psychologie sonhadora, un peu distancée de la réalité. Deuxième point, rejet d'une littérature du passé. Donc, la littérature du passé inspirée dans des moments du passé, comme la cour de 2 siècles avant, ou une histoire qui se passe au Moyen-Âge. Non, on va s'inspirer des faits divers, como je disais tout à l'heure. N'est-ce pas? Como eu disse aqui, né? É como se daqui a 3, 4 meses aparecesse um romance inspirado na história do mendigo com a mulher. N'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Élargissement de la littérature aux classes inférieures. Ça, c'est très, très important. Parce que la littérature, jusqu'au réalisme, il y avait en fait, on respectait plus ou moins la distinction d'Aristote depuis au présent dans la poétique. Par exemple, la tragédie, ce sont les grandes histoires et racontent l'histoire des gens nobles, c'est-à-dire de la noblesse, n'est-ce pas? Et par contre, la comédie va representer les ridicules des classes plus démunies, né? Então, a comédia vai trazer um pouco esse lado, né? Até me ocorre aqui mais uma vez, estive na casa dos meus pais, né, há pouco tempo, e eles assistem muito aquelas reprises do Sai de Baixo, do Toma Lá da Cá, são todos programas do Miguel Falabella. E pensem, por exemplo, naquelas piadas todas que o Miguel Falabella faz com pobre, e não sei o quê, e você vê ali as classes retratadas, empregada, uma classe média, mais baixa, ou média, o porteiro que faz parte, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu cet élargissement, c'est pas pour éviter ou pour interdire la présentation d'histoire des gens nobles. On verra, par exemple, avec Proust, toute une noblesse décadente parisienne ou française vont être mises en scène dans le livre de Proust. Par contre, on aura cette introduction d'autres types de personnages, des gens plus petits, n'est-ce pas? Et juste pour vous donner un exemple, je profite le cas de Madame Bovary pour vous montrer la présentation du livre. Donc, nous avons là, voilà. Je vais lire rapidement, d'accord, les débuts de Madame Bovary. Donc, ça commence comme ça. Nous étions à l'étude quand les proviseurs entra, suivis d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Vocês estão vendo que a história já começa, nesse caso aqui de Madame Bovary, a história já começa, como a gente fala, em media res, né? Ela já começa no meio, né? Você não tem vou te contar uma história que começa assim, passado, sobre um personagem tal e tal. Já começa dentro da história. E aqui, nous étions à l'étude, porque a gente começa assim, né? Sem se situar direito. Depois eu explico um pouco mais. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir. Puis, se tournant vers le maître d'études, de point. Monsieur Roger, lui a dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, ou l'appelle son âge.
Et je continue ici. Rester dans l'angle... não, vou dar o contexto para vocês. De um jovem que chega na escola e é apresentado pelo provisor, uma espécie de diretor, né, para o professor que está ali, dando a aula. Interrompe a aula e apresenta, esse menino vai ficar aqui. E se o desempenho for bom, ele passa para a turma dos mais velhos, que é a idade dele. Né? E donc, je vais avancer. Non, ça suffit, cette partie-là, en jeune. Mais soit il n'eût pas remarqué cette manœuvre, ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie, que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du tchapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Vocês estão vendo que a descrição do Charles Bovary, aqui, quem está sendo apresentado não é a Madame Bovary, mas o Charles Bovary, o marido dela. Como que ele é apresentado pequeno, em todo o seu ridículo. Como ele vai ser retratado até o fim. Né? Ele tem um lado ridículo aqui. Então, não é um príncipe, não é o herói, não é o personagem perfeito. Né? O Charles Bovary seria até uma espécie de anti-herói. Né? Nesse sentido. Voilà. Donc, c'était juste pour... Et puis, il y aura encore plus de ridicule. Ouais, vous voyez, et là, c'est pour terminer avec cette présentation de Charles. Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un, ce mot Charles Bovary. Et en fait, Charles Bovary, vous voyez, on se moque de sa façon de parler. Au lieu de bien prononcer Charles Bovary, n'est-ce pas? Et donc, ça renforce ce ridicule du personnage. N'est-ce pas? Donc, pour terminer avec le réalisme... Pardon. Je partage encore le livre de Flaubert. Voilà, Kindle. Voilà. Donc, élargissement de la littérature aux classes inférieures. Et puis, priorité accordée à la vérité, même crue, même laide. Et pour cela, le document doit être préféré à l'imagination, la simplicité démonstrative à l'allégorie recherchée, l'objectivité au parti pris. Donc, priorité accordée à la vérité, même crue, même laide. Não uma verdade crua e feia. Mais comme je vous ai dit, faites attention avec cette idée de vérité. Parce qu'il ne s'agit pas d'une vérité absolue. C'est une vérité convencional. Né? Então, quando fala aqui de verdade, não é verdade absoluta, mas uma verdade convencional. Uma maneira realista de apresentar os fatos. Et puis, refus du style qui éloigne du réel, brouille le message, égare les lecteurs. Égarer ici, c'est perdre, faire perdre le lecteur. Donc, refus du style qui s'éloigne du réel. Então, uma recusa de um estilo que se distancia do real, brouille le message, né, que conturba, que turva, que atrapalha a mensagem e que faz o leitor se perder. N'est-ce pas? Et puis, les romans tendent à devenir une simple monographie, une page d'existence, un récit d'un fait unique. Aqui já é uma crítica. Né?
les romans tendent à devenir une simple monographie dans le sens où, par exemple, le cas de, de la Divine Comédie humaine de Balzac, il y a un peu cette idée de montrer certains sentiments humains, c'est-à-dire, par exemple, dans le Père Goriot, l'ambition. Ou pas tout simplement dans le Père Goriot, parce que le personnage de Rastignac, dans le Père Goriot, il se montre fidèle, loyal à ses mœurs, à ses valeurs, en fait. Ele acaba se mostrando fiel aos valores, né? E não deixando a cobiça, a ambição ultrapassar. Par contre, le cas de Julien Sorel, de Le Rouge et le Noir, c'est un personnage ambitieux. Né? O caso do Julien Sorel, o Vermelho Negro. Né? Ele realmente é um cara ambicioso. E filho de um charpentier, né? De um... Como é que seria um charpentier? Um marceneiro, né? Voilà. Et sinon, c'est bien terminé. Et je finis avec cet affichage-là et je passe au nouveau roman. Non, je continue avec le même livre. Je suis désolé. Voilà. Voilà. Non, cette partie ne nous intéresse pas. Nathalie Sarraute, Julien Gracq. Oui. Oui. Donc, je vais faire. Je vais pas présenter le naturalisme aujourd'hui, malheureusement. Et je profite cette deuxième partie pour parler du nouveau roman. Comme je vous ai dit au début aussi, il y a plus de connexions entre le réalisme et le nouveau roman. Et des différences aussi. Je vais entrer dans cette double description. Donc, nous avons vu certaines caractéristiques du roman réaliste. Au niveau de l'histoire des romans réalistes, nous avons des personnages, des aventures, des péripéties, etc. Mais nous avons un récit plutôt conventionnel, d'accord? C'est-à-dire, nous avons un roman assez souvent qui suit une ligne chronologique, même si on peut présenter les choses au début et changer après, mais c'est assez chronologique, c'est assez facile à comprendre, d'accord? Donc, par exemple, Rastignac, le Père Goriot, le livre de Balzac. C'est un personnage qui déménage, qui va vivre à Paris pour faire des études, et puis il voit dans la possibilité de se marier avec une femme riche, la possibilité d'échanger des classes, et donc il va exploiter sa sœur et sa mère qui lui envoie de l'argent pour qu'il fasse ses études, et il va dépenser cet argent au lieu de payer ses études. Il va payer des beaux vêtements pour aller dans des grandes fêtes, au salon, etc. Et il va tomber amoureux d'une des filles du père Goriot, etc. Mais vous voyez, il était un pensionnaire, il vivait dans une pension. Ele morava numa pensão, ce personnage-là. Et puis, il va essayer d'entrer dans la classe riche, ou la classe des riches. Mais toute l'histoire se passe comme ça, au fur et à mesure. Et dans un langage assez simple, n'est-ce pas? Par contre, comme vous voyez ici tout en bas, les débuts de la phrase, le même Jean Ricardou aura cette formule devenue célèbre. La littérature, au moins le roman,
ne sera plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. Né? O romance não será mais a escrita de uma aventura, mas a aventura de uma escrita. Pourquoi? Parce que avec les nouveaux romans, là, je fais un saut de 100 ans. Je passe de 1857, 58, un peu comme ça, je passe à 1950, 55, 57. Et les expérimentations littéraires au niveau du roman, avec les nouveaux romans, vont transformer les romans dans de l'écriture d'une aventure dans l'aventure d'une écriture. Né? Vai deixar de ser aventura, a escrita de uma aventura para ser a aventura de uma escrita. Pourquoi? Parce que l'intérêt va être mis dans l'écriture, c'est-à-dire le style et la façon de raconter, et non tout simplement dans l'histoire racontée. L'histoire racontée importe mais peu. Elle importe mais peu. D'accord? Le contexte. Ouais, c'est un mouvement assez homogène, mais avec différence. Non, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Voilà. Les composantes esthétiques. Donc, je vais faire de manière assez brève et je vais vous montrer un exemple. Donc, la marque essentielle du nouveau roman serait, comme on l'a beaucoup dit, son aptitude au refus et à la subversion, c'est-à-dire au refus et à la subversion de conventions littéraires. Então, é a recusa e subversão das convenções literárias. Pensa em convenções como linearidade da história, cronologia, o personagem bem definido, né? Pensem nessas coisas de personagem principal, secundário. Vocês devem ter visto em ITL, Introdução à Teoria Literária, que a gente tem algumas nomenclaturas para definir personagem, né? Um personagem esférico ou redondo, ou profundo, né? É aquele que tem volume, tem profundidade e tal. E um personagem secundário, que é plano, que é raso, que é estereotipado, que ele começa a história e termina a história praticamente da mesma forma, né? Ele não tem evolução, ele não tem aprendizado, né? Um personagem desses pequenos e tudo mais. Aqui não, aqui vai ter uma abolição desse personagem, né? Ou, por exemplo, a própria ideia de psicologia do personagem. Isso também vai ser colocado em questão. Então, o fim da intriga, o fim de personagens, a gente vai entrar em outros detalhes, né? Mas outros, do desenvolvimento do personagem, les notions de temps et espace peuvent être compromis aussi, ou compromises, les notions, d'accord? Donc, fin de l'intrigue, effacement du personnage, comme je viens de le dire, l'invasion des choses, ça c'est intéressant. La dissolution du personnage s'accompagne d'une prolifération quantitative et qualitative des objets saisis, non pour leur aspect pittoresque ou réaliste, mais pour leur poids menaçant dans un univers déshumanisé. La description méticuleuse des choses, une tomate, une araignée, un pilier, reproduction dans un train, aboutit à une littérature objective. Roland Barthes vidait une littérature objective, vidée d'humanité et génératrice de vertige. On a parlé à propos du nouveau roman d'école du regard. Então, seria uma escola do olhar. Eu vou dar exemplos para ficar mais claro.
Et je change. J'écoute un bruit, je pensais que c'était le bruit. Hein. Je vais chercher une certaine. Il y a une que j'aime bien. C'est la 9 peut-être. Non, celle-ci. Oui. Donc, ça, c'est un livre de Nathalie Sarraute qui s'appelle. J'utilise. Peut-être vous avez. Ou sinon, je vais faire je vais, différemment. Je vais commencer. Je vais lire la première histoire. Euh, non, en fait, je l'aime pas. Ouais, peut-être la deuxième. Parce que celle-là que j'aime bien, je la trouve assez représentative. Par exemple, peut-être pour Patrice et Rodrigo, elle serait, parce que c'est celle que j'ai présentée dans les cours de roman le semestre dernier, si je ne me trompe pas. Je crois que j'ai fait cette description le semestre dernier. Dites-moi, Rodrigo, Patrice, est-ce que vous souvenez-vous de, de cette présentation, cette histoire de Nathalie Sarraute de tropisme, parce que je l'utilise assez souvent dans les cours de romans. Non, cette je ne me souviens pas. Ah, d'accord. Donc, je passe à celle que je préfère, parce qu'elle est beaucoup plus intéressante. Voilà. Donc, ici, ce que je vais exemplifier avec ce petit texte de Nathalie Sarraute, c'est plutôt cette idée de l'effacement du personnage, de, de l'effacement du personnage et en quelque mesure l'invasion des choses. Mais voyons ici. Par les journées de juillet très chaudes, les murs d'en face jetaient sur la petite cour humide une lumière éclatante et dure. Il y avait un grand vide sous cette chaleur, un silence, tout semblait en suspens. On entendait seulement agressif et strident les grincements d'une chaise traînée sur les carreaux, ou aquele chiado, né, da cadeira arrastada. Le claquement d'une porte. C'était dans cette chaleur, dans ces silences, un froid soudain, un déchirement. Vous voyez que les deux premiers paragraphes, même s'ils sont, même qu'il s'agisse de paragraphes brefs, nous n'avons pas de présentation de personnage, n'est-ce pas? Et dans le troisième paragraphe, et elle restait sans bouger sur le bord de son lit, occupant le plus petit espace possible, tendu, comme attendant que quelque chose éclate, s'abatte sur elle dans ce silence menaçant. Quelquefois, le cri aigu des cigales. Donc, vous voyez ce paragraphe-là, c'est le paragraphe qui fait une référence à un personnage féminin, elle. Quelquefois, le cri aigu des cigales dans la prairie pétrifiée sous le soleil et comme morte provoque une sensation de froid, de solitude, d'abandon dans un univers hostile où quelque chose d'angoissant se prépare. Étendu sur l'herbe, sous le soleil torride, on reste sans bouger, on épie, on attend. Vous voyez qu'on utilise on ici, n'est-ce pas? On fait une référence à elle. Je vais mettre en rouge. Je profite des outils.
Voilà. Donc, ela, on. Estão vendo que, olha só como que isso está presente na própria linguagem. É aquela história que eu falei do não mais a escrita de uma aventura, mas a aventura de uma escrita, né? A coisa começa, o que é interessante nessa literatura do século XX mais experimental, é que a coisa começa a se apresentar já por meio da linguagem, né? A linguagem ela se torna mais material nesse sentido. Então a gente tem aqui, né? Elle restait sans bouger, ela. E aí a gente tem depois nesse parágrafo, étendu sur l'herbe, dans l'herbe sous le soleil torrido, né? Então estendido ali, estendido sobre a erva, a grama, sob o sol tórrido, on reste sans bouger, on épie, on attend. Esse on aqui, ele coloca a coisa de uma forma muito impessoal, né? Que a gente não sabe se a gente fica sem se mexer ou um determinado mesmo, né? Fica-se sem se mexer. Não se mexe, espia-se, espera-se. Né? On ne sait pas qui. Et puis ça continue. Je vais sauter, mais vous voyez, elle entendait dans les silences pénétrants jusqu'à elle, les longs des vieux papiers à raies bleues du couloir, les longs des pentures sales, le petit bruit que faisait la clé dans la serrure de la porte d'entrée. Elle entendait se fermer la porte du bureau. Vous voyez comment la description ici, elle est externe, n'est-ce pas? Il y a quelque chose peut-être de la perception du personnage, mais qui quand même s'il s'agisse d'une... on m'appelle. 2 secondes, je vais refuser le... Voilà. Je refuse l'appel. Voilà. Donc, même s'il y a la présentation, la description d'un état d'âme ou d'un état psychologique du personnage, cette description, elle est faite de manière objective. Par exemple, je vous montre ici. Voilà, ici, par exemple. Quelque chose, quelquefois, le cri aigu da cigala, né, às vezes, ou de vez em quando, o grito agudo das cigarras, dans la prairie pétrifiée sous le soleil comme morte, provoque cette sensation. Então, né, às vezes, o grito das cigarras nessa pradaria, sei lá, petrificada, sob o sol e como morta, provoca uma sensação de frio, de solidão, de abandono, dans un univers hostile, um universo hostil, onde alguma coisa de angustiante se prépare. Vous voyez que ici nous avons l'impression que le narrateur parle du sentiment de cette femme. On ne sait pas qui c'est, n'est-ce pas? Mais il le présente comme si c'était une chose externe, n'est-ce pas? C'est présenté d'une autre façon et pas d'une façon psychologique, n'est-ce pas? Oups. Voyons. J'avance. Je crois que ça suffit comme exemple. Juste le dernier paragraphe, parce que c'est une histoire courte. Ce livre Tropisme, ce sont des histoires courtes, sans connexion entre elles, n'est-ce pas? Et puis, tout au plus pouvait-on, en prenant soin de n'éveiller personne, descendre sans le regarder l'escalier sombre et mort. Então, pode-se, en prenant soin de n'éveiller personne, né, tomando cuidado de não acordar ninguém, descendre sans le regarder l'escalier sombre et mort et avancer modestement le long des trottoirs, le long des murs, juste pour respirer un peu, pour se donner un peu de mouvement, sans savoir où l'on va, sans désirer aller nulle part,
et puis revenir chez soi, s'asseoir au bord du lit e de novo attendre, replié, imóvel. Então, a descrição é toda impessoal, né? Ela pode se aplicar a essa personagem feminina ou a qualquer outra pessoa na mesma situação. O texto é todo indeterminado. Ele é preciso na descrição tanto dos sentimentos que ela descreve de maneira objetiva, externa, quanto a cena que se passa, mas, ao mesmo tempo, tudo isso é colocado de maneira indeterminada, impessoal. Ok? E aí vocês veem, né? Então, por exemplo, para avançar modestamente ao longo da calçada, dos muros, só para respirar um pouco, se dar um pouco de movimento, se dar, né? Sem saber onde se vai, sem desejar ir em lugar algum, e depois voltar chez soi, né? Assim, ir para sua casa, se sentar na cama e, de novo, esperar redobrado, assim, recurvado, imóvel. Et ça se termine, cette histoire, comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de psychologie du personnage, il n'y a pas la construction du personnage avec un volume psychologique, n'est-ce pas? Et sinon, Rob Guerrier, voyons si... La question de la description dans les livres de Rob Grillet, ce livre-là, La jalousie. Maintenant, A, c'est le nom d'un personnage. D'accord? Je mets un rouge. A, c'est un personnage, le nom d'un personnage. Então, vocês percebem a maneira como ele chega a desconstruir o personagem a ponto de não dar nenhum nome para ele. Né? A, 3 pontos. Maintenant, A est entré dans la chambre par la porte intérieure qui donne sur le couloir central. Elle ne regarde pas vers la fenêtre, grande ouverte, par où, depuis la porte, elle apercevait ce coin de terrasse. Elle s'est maintenant retournée vers la porte pour la refermer. Na verdade, um outro trecho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rápido. Ça va ici. Eu queria uma descrição que ele faz assim bem geometricamente, mas serve essa aqui. Isso. Ele fala de fauteuil, né, de poltronas. Le troisième, qui est un siège pliant fait d'étoiles tendues sur des tiges métalliques, occupe, lui, une position nettement en retrait entre le quatrième et la table. Mais c'est celui-là, moins confortable, qui est demeuré vide. Então, esse tipo de descrição assim, obsessiva, minuciosa, geométrica, vai ser muito comum nesse romance do Rob Grillet, que é um romance bastante exemplar do Nouveau Roman. D'accord? Voyons, parce que, en fait, comme j'ai bien voulu faire ce comparatif du réalisme avec le Nouveau Roman, je n'ai pas pu utiliser comme j'aime bien les textes de Rob Grillet, théoriques, qui sont pour un nouveau roman, ou de Nathalie Sarraute dans l'ère du soupçon, ou ici le livre Les nouveaux romans de Jean Ricardou. Mais pour terminer, ce qui nous intéresse ici. Je vais parler d'un truc que j'ai oublié, je suis désolé. Mais je n'ai pas besoin d'être désolé parce que je vais le dire maintenant.
Souvenez-vous, quand nous avons commencé à parler de l'existentialisme, ça, et du courant existentialiste dans la littérature, je vous ai parlé je vous ai dit que le mouvement existentialiste, au contraire des avant-gardes poétiques, n'a pas une esthétique claire. Et nous avons des romans existentialistes tels comme L'étranger de Camus, cette nouvelle, L'enfance d'un chef, ou La nausée de Sartre. Donc, vous voyez, mais des romans différents, mais ces romans-là, ils n'ont pas une forme similaire. Donc, le mouvement de l'existentialisme n'a pas une esthétique claire, définie, avec des critères bien construits. Par contre, le nouveau roman, il vient en fait faire face ou faire opposition à l'existentialisme dans la littérature. Et pour faire cette opposition, ils vont se consacrer surtout sur la forme du roman. Donc, vous avez vu, je vous ai donné l'exemple de la jalousie de Poitiers et des tropismes de Nathalie Sarraute comme des œuvres qui vont nous raconter peut-être une histoire qui n'est pas très intéressante. Mais la façon de raconter change complètement tout. C'est ça, en fait. Il est possible d'avoir une histoire à raconter très faible, pas du tout intéressante, mais par contre, la façon de raconter va être hyper intéressante. D'accord? Par contre, le nouveau roman va mettre en question les conventions existantes, les conventions littéraires existantes jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, celle de personnages, d'histoires, même les narrateurs, n'est-ce pas? Ils vont introduire un peu cette idée, surtout Rob Grillet, cette idée du narrateur caméra, un narrateur caméra, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il décrit les choses. Il n'omet pas, il ne émet pas, il n'en émet jugement de valeur, jugement moral, aucun émission de valeur. Voilà, d'accord. Et pourquoi à quoi d'autre j'aurais pu dire? Oui, par rapport à cette représentation de la réalité. En fait, dans les deux cas, peut-être la différence critique entre le réalisme et les nouveaux romans, c'est que les nouveaux romans savent très bien que ce qu'ils font, c'est de la convention aussi. Pas de la convention, mais pour ne pas confondre, mais il s'agit d'une procédure. C'est clair pour eux que ce qu'ils font, il s'agit d'une procedure littéraire. Então, talvez a diferença mais marcante entre esses dois momentos, é claro que tem várias diferenças. A ruptura com a ideia de enredo, ou às vezes um enredo circular, no caso do novo romance, né, desse novo romance. Então, às vezes um enredo linear ou não tem enredo. Esse livro da Nathalie Sarraute, o Tropisme, a gente lê ele inteiro, a gente tem a impressão de que são inícios de romances e ela passa para o próximo. Né? Ou talvez uma câmera mais distante que pega pessoas que não têm conexão uma com a outra, né? E relata momentos. São momentos ali que são fotografados e passam para outra coisa, sem se aprofundar numa história. Enquanto o realismo do século XIX se aprofunda muito na história de alguns personagens. Né? Talvez valha a pena eu mostrar aqui o Balzac do Le Père Goriot.
aqui, por exemplo. Voilà. Voilà. Eugène de Rastignac, je vais mettre en rouge. Voilà. Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il, était. Estão vendo que o narrador aqui vai apresentar esse personagem, né? Lá pela terceira, quarta página do romance. Não, tem bastante coisa. Aí ele vai apresentar o personagem. Parece aqueles filmes, sabe, em que pensem, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar desse filme, aquele filme com Jim Carrey, como é que chama? Do mundo, me lembrem aqui, em que ele vive um reality show sem saber, né? E aí tem aquela cena dele saindo de casa. Show. Desculpa? The Truman Show. Isso, o show de Truman. Vai lá, merci. Tem aquela coisa ele saindo ali, né? Tem alguns desenhos da Disney, desses que a gente assistia na TV, né? Não aquela história com filme, mas aqueles episódios do Pateta e tal. Pensem, por exemplo, um desenho que é muito marcante, que é do Pateta, o Senhor Andante e o Senhor Volante. Aquele que, enquanto ele caminha, ele é super bondoso, não pisa nem numa formiga, na hora que ele pega o carro, ele se transforma, né? E você tem a apresentação, né? Tipo, esse é o Senhor Andante, aí ele aparece andando, acho que ele até tem episódios assim que eles até cumprimentam a câmera e seguem para a história. E aí a gente tem aqui o narrador apresentando o personagem para a gente. Né? Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il, était un de ces jeunes gens façonnés au travail par les malheurs, né? Moldado, desse tipo de pessoas jovens moldadas no trabalho pela infelicidade, que compreendem dès le jeune âge les espérances que leurs parents placent en eux, né? Et qui se préparent une belle destinée en calculant déjà la portée de leurs études, en les adaptant par avance au moment futur de la société pour être le premier à la pressurer. Né? Então ele dá um panorama de quem é esse personagem, né? Desses, né, moldados no trabalho pela infelicidade, que compreendem desde a jovem idade as esperanças que os pais depositam neles, e que se preparam a um belo destino, calculando já o alcance de seus estudos, adaptando já de antemão ao movimento futuro da sociedade, tal e tal. E depois tem mais, né? Não é um trecho desse em que ele vai trazer toda a riqueza psicológica do personagem, mas só tirei aqui um trecho para mostrar como que tem essa preocupação em nos apresentar o personagem no século XIX. Né? E depois, quando entra no século XX, não vou dizer que isso foi importante também pensar nisso. E vocês estão vendo isso também em muitos dos romances da dissertação. Né? Não é que a gente abandone tudo isso. Né? Eu sempre faço referência a uma entrevista do Tom Zé, em que ele fala de música tonal, como ele sempre fala, experimentações musicais, e depois ele fala assim, mas a gente chega em casa, a gente quer ouvir uma canção, né? Você quer ouvir um Jorge Versilo, né? E tô brincando aqui, eu tocou no rádio do carro. Mas às vezes é isso mesmo, né? Tem aquela hora ali que, no fim do dia, que você está voltando para casa de carro, você não quer ouvir uma música experimental no rádio. Você quer ouvir, posso encostar minha mão na sua, né? Meu amor, deixa o tempo, tal, aquela coisa toda, Jorge Versilo. E é isso. Então, essas coisas não vão ser abolidas completamente, né? Mas, comparando realismo do século XIX para Nouveau Roman do século XX, há inovações que são introduzidas, às vezes de maneira muito radical, mas depois essas coisas podem ser assimiladas e ter um resultado, talvez, vamos dizer assim, mais grande público,
interessantes também, né? Que vão ser absorvidas de maneira menos radical, mas também transformando a narrativa em algo interessante. Ok? Podemos terminar aqui. Eu já vou, enquanto eu vou desligando aqui, eu vou só contar uma anedota. Donc, j'arrête l'enregistrement.